n'oubliez en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Bienvenue à tous sur Ni Pute, Ni Chômeur. Toi. Allez, va bosser, feignant. Toi. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Nipnik. Dans ce numéro, nous allons étudier un sujet que tout le monde aujourd'hui regarde de près, c'est les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux existent depuis maintenant une dizaine d'années, en tout cas les réseaux sociaux Internet. Nous avons aujourd'hui Alain Soral présent avec nous, sociologue, pour nous parler donc de ce sujet. Alors première question Alain Soral, quel est votre usage des réseaux sociaux ? Mon usage des réseaux sociaux est un usage forcé, je dirais, puisque moi je viens d'une génération où il n'y en avait pas. Je vais quand même faire un petit retour en arrière. Dans ma jeunesse c'est la fin des années 70 et les années 80, on n'avait pas encore ce que Baudrillard appelait le monde digital, c'est-à-dire par exemple, il n'y avait pas de digicode sur les portes d'immeubles. Et il n'y avait même pas à peine de répondeur automatique. Donc on avait le téléphone chez soi avec un cadran où il fallait travailler avec son petit doigt. Et que quand on n'était pas chez soi, on ne recevait pas les appels, on ne pouvait pas savoir qui avait appelé. Ça change tout, il n'y avait pas le portable. Et moi je me rappelle quand j'étais jeune, je me baladais dans Paris. Donc j'étais livré à moi-même et sans contact avec les autres, sauf les rencontres de hasard ou les rendez-vous que j'aurais pu donner. Et en fonction des quartiers où je me trouvais, je montais dans les immeubles, rendre visite à des amis en allant sonner à leur porte. C'est un truc complètement impossible à imaginer aujourd'hui. Si quelqu'un vient sonner à votre porte aujourd'hui, c'est que sa mère est morte ou qu'il y a le feu. Ça fait peur. Alors que moi, c'était la pratique courante des années, on va dire, le début des années 80, c'est dire tiens, je suis dans le quartier, il y a machin qui habite par là, tiens, je vais passer lui dire bonjour, on verra s'il est là. Et puis, pareil, comme il n'y avait pas de portable, on ne prévenait pas par téléphone, parce qu'il aurait fallu aller dans une cabine téléphonique, etc. Et comme il n'y avait pas de digicode, on rentrait dans les immeubles comme ça, on montait, on sonnait à la porte. Et les gens disaient « Ah, salut, ça va ?» ou « Tiens, je suis occupé » ou « Tiens, viens boire un coup » ou « Tiens, on va descendre au bistrot » ou « Tiens, accompagne-moi » ou « Tiens, il y a machin qui est là », etc. Donc, on a complètement, en fait, à partir de la fin des années 80 et durant les années 90, changé totalement de monde. Et le monde s'est totalement numérisé, je dirais, digitalisé, comme disait Baudrillard, au niveau de la vie collective. Et c'est ça qu'il faut voir. Et les réseaux sociaux, Internet, c'est jamais que la continuation du digicode, de la transformation de la cabine téléphonique en téléphone portable, qui s'est passé d'abord par le répondeur automatique, puis le répondeur automatique interrogeable à distance, etc., etc. Et tout ça, c'est une révolution qui s'est faite comme ça, tranquillement. On peut parler du fax aussi. C'était une révolution, le fax. En 85, le fax était une nouveauté, une révolution. Pour vous dire, comme le monde a bougé de ce point de vue-là. Et là, aujourd'hui, on est effectivement dans ce monde digitalisé, numérique, intégral. Alors, à savoir si c'est mieux ou moins bien, je pense que la question n'a pas de sens. C'est pas ni mieux ni moins bien. Moi, je suis assez content d'avoir un portable et de ne pas être coupé du monde quand je me balade, etc., de pouvoir être joignable. Mais en revanche, effectivement, l'idée de dire on a un portable mais on peut s'en passer ou l'éteindre, c'est assez faux. En réalité, aujourd'hui, on est dans une période de radicalité totale. C'est-à-dire soit on est entièrement digitalisé, numérisé et entièrement soumis aux réseaux sociaux et entièrement utilisant les réseaux sociaux, c'est ambivalent, soit on se retire à la campagne. Et moi, je connais pas de position intermédiaire. Je connais des gens aujourd'hui qui n'ont plus rien, quoi. C'est-à-dire pas de portable, rien, qui vivent à la campagne, qui regardent plus la télé, parce que ça aussi, tout ça marche ensemble. C'est quand même une extension de ce principe de télé. Le premier réseau social, c'est la télévision. Faut pas oublier, c'est le début des années 60. Vous êtes assis dans votre canapé, il y a quelqu'un qui interagit avec vous, qui n'est pas là, et qui interagit avec la France entière. C'est les images de Jacques Tati dans Playtime. Donc en fait, c'est un processus qui se déploie progressivement. En fait, si on veut parler du monde occidental et de la France, depuis le début des années 60, ça gagne progressivement, je vous dis, la télé, le répondeur automatique, le portable, et à la fin, ça donne effectivement cette digitalisation intégrale, instantanée et permanente qui s'appelle ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où on est interconnecté tout le temps avec tout le monde en permanence et tout le temps l'œil sur son téléphone portable. Il suffit de regarder les gens dans la rue. Moi, quand j'ai fait mon film, la Confession d'un dragueur en 2000, je me suis posé la question de savoir si je mettais en scène les téléphones portables ou pas. À l'époque, c'était pas obligatoire, c'était pas essentiel. Le téléphone portable dans le cinéma aujourd'hui a remplacé la cigarette dans le cinéma des années de notre jeunesse, ou de notre mémoire collective. Dans les années 50-60, tout le monde a une cigarette à la main.
Aujourd'hui, c'est impensable. Hein, même Lucky Luke, on lui a enlevé. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable à la main. On est passé d'une prothèse à une autre. Hein. Alors, votre utilisation à vous des réseaux sociaux? Alors moi, pour revenir à moi, quand j'ai été marginalisé, diabolisé, ça s'est passé en plusieurs étapes, on m'a interdit les médias dominants. C'est-à-dire qu'on on a fait ce qu'on appelle la stratégie de l'édredon, je n'étais plus invité. C'était le mot d'ordre, c'était plus rien sur Soral. Et ça a commencé à l'époque de Misère du désir. Hein. Donc ça a commencé bien avant le Dieudonné. Hein. J'étais déjà considéré comme politiquement incorrect. On a fait ce qu'on appelle la stratégie de l'édredon, je n'étais plus invité. C'était le mot d'ordre, c'était plus rien sur Soral. Et ça a commencé à l'époque de Misère du désir. Hein. Donc ça a commencé bien avant le Dieudonné. Hein, j'étais déjà considéré comme politiquement incorrect, j'agaçais, etc. Vous passiez quand même à la télé, non? Oui, mais chez Ardisson, chez quelques personnes qui m'invitaient encore, parce que c'était des amis et qui osaient penser un peu mal. Mais il y avait déjà un mot d'ordre qui était donné, c'est rien sur Soral. Je l'ai su par des amis journalistes, des amis attachés de presse qui essayaient encore de me placer et ils n'y arrivaient plus. Et ça remonte, je vous dis, à Misère du désir. Hein. Vous regardez la date d'édition du livre et vous aurez la date. Donc à un moment donné, j'ai découvert qu'il y avait Internet et j'ai petit à petit pris conscience qu'il fallait que j'existe par Internet. Donc un ami m'a créé un site, une page sur lequel je mettais des choses. C'était un peu lent, hein. Et puis petit à petit, ma diabolisation s'est accélérée et moi j'ai augmenté ma présence. Et ce qui m'a sauvé d'une certaine manière, c'est vrai, c'est Internet m'a sauvé parce que sans Internet aujourd'hui, j'aurais totalement disparu. Voilà. Donc de ce point de vue-là, pour moi, Internet a été un outil de liberté, un outil d'émancipation et un outil de résistance à la domination idéologique. Quoi. Mais là, vous parlez du Internet, le site Internet, mais les réseaux sociaux, c'est encore autre chose. Oui, mais parce que j'articule tout ça, de même que j'articule même dans toute cette histoire le micro-ordinateur. Moi, j'ai vu les débuts, par exemple, du Apple. Par exemple, au départ, on tapait à la machine, comme dans les vieux films, avec du correcteur, là, et puis quand on faisait une faute, il fallait tout retaper. Et puis j'ai vu au début, les machines avec un peu de mémoire qui permettaient de taper de corriger une ligne. Et puis après le premier Mac qui faisait 10 ou 20 de mémoire là. Et tout ça en fait c'est la numérisation progressive de notre univers. Ça ressemble un peu à la question que se pose dans 2001 l'Odyssée de l'espace, le cinéaste anglais là, Kubrick. Hein. En fait tout ça est connecté. Et donc effectivement après l'Internet, il y a eu le début de ce qu'on appelle le réseau social en soi, qui est le Facebook, je crois. Hein. C'est ça qui a fait il y a eu MySpace avant, ensuite mais MySpace c'était plus pour les musiciens. En effet. Oui, vous n'étiez pas dessus? Non, parce que je n'étais pas musicien. Quelqu'un avait créé un MySpace pour moi d'ailleurs, parce que au départ ce sont les gens qui m'ont proposé de créer des trucs pour moi. On m'a toujours, en fait, c'est jamais venu de moi. On m'a dit je veux bien vous créer un site internet. Parce que moi je suis d'une génération d'avant, je vous ai créé un compte sur MySpace et ça s'est toujours fait par un tiers. Et même Facebook, je crois qu'au départ c'est pareil, on m'a proposé, on m'a dit tiens, je vais te faire un compte Facebook, ça permettra de... Et c'est une espèce de... Pour moi c'était une nécessité et en même temps une pente sociale naturelle, quoi. On n'a pas beaucoup de recul là-dessus en réalité, ça s'est fait au jour le jour progressivement. Et en fait, on se retrouve tous pris. Aujourd'hui, même, je me pose la question que je suis un peu pris là-dedans, effectivement. C'est-à-dire que je me lève, je regarde mes mails. Bon, il y a l'histoire des mails aussi, bien sûr. Je regarde mon Facebook privé, je regarde mon Facebook public, je réponds à minima aux messages auxquels je dois répondre. Par politesse ou parce qu'il y a des infos intéressantes. Donc ça fait partie de ma vie quotidienne et ça fait partie de mon travail, même si moi je ne considère pas ça comme un travail parce que pour moi, ce travail veut dire souffrance, mais c'est pas très. C'est un moyen de. Mais ça fait partie. Objectivement, j'y consacre peut-être 2 heures par jour, au minimum. Oui. Alors, quel est votre. Parce que le réseau social, je sais pas, une école, c'est un réseau social. Tout lieu où il y a des êtres humains connectés, c'est un réseau social. Qu'est-ce que le réseau social pour vous? Quelle est votre définition du réseau social? Alors là, on est dans le réseau social digital virtuel. Parce qu'en fait, si on fait un parallèle, qu'est-ce que c'était le réseau social d'avant le réseau social? C'était le réseau social traditionnel qui était en France le bistrot. Moi, du temps où il n'y avait pas tout ça, j'avais 2-3 points de chute où aller, c'est-à-dire des bistrots. J'avais l'Espoir, place Maubert, qui était un bar-brasserie. Et j'allais à la terrasse, ou à l'intérieur, mais plutôt à la terrasse, passer un peu de temps à lire, par exemple, le journal, rencontrer des gens qui, eux, y étaient aussi, donner peut-être rendez-vous à des amis. Il y avait souvent d'ailleurs des espèces de rendez-vous implicites, c'est là où se retrouvaient des gens.
souvent des écrivains, des intellectuels, des gens qui n'avaient pas de travail de bureau, par exemple. Et j'avais mon point de chute le soir, qui pouvait être le Bonaparte à Saint-Germain, mon point de chute de l'après-midi, qui était l'Espoir, place Maubert, qui a disparu. J'avais pour démarrer ma journée, j'avais l'endroit où je prenais mon petit déjeuner, c'était le Rallye Dante, rue Dante. En fait, je fonctionnais par bistrot. D'accord. Parce que c'est l'endroit où n'étant pas chez vous, vous pouviez être en contact avec d'autres gens. Et en général, les gens ritualisent les lieux. Donc les réseaux sociaux dans le temps, c'était des lieux physiques. On peut peut-être même dire que le premier réseau social auquel il faut penser dans le monde qui est le nôtre, c'est l'église, c'est-à-dire la messe du dimanche, qui consiste, au-delà de la messe, à retrouver les gens sur le parvis à la sortie de la messe, sachant que c'est le dimanche qui est le jour du repos, en plus d'être le jour du Seigneur, où on est en habit du dimanche et où on organise le temps libre après la messe. C'est déjà où les gens se retrouvent, où justement dans les vieux films, ils vont boire un coup, les jeunes se recouvrent. C'est là où le garçon regarde la fille dont il est secrètement amoureux, les histoires de cocu, etc. Donc en fait, on a on va dire les réseaux sociaux numériques ont un peu tué et amoindri les réseaux sociaux traditionnels, qui étaient des réseaux sociaux directement physiques. Donc il y a toute l'ambiguïté du réseau social numérique et digital, qui est l'ambiguïté du virtuel, c'est que ça vous met en contact sans doute avec beaucoup plus de gens, donc c'est une facilité, mais en même temps, est-ce que ça vous met pas en contact réellement avec des gens ? Et en plus, c'est réellement avec des gens réels, parce que moi, je vois le gros cancer de Facebook, et ça, je le dis, c'est qu'il y a énormément de faux profils. Moi, je pense que Facebook finira par disparaître à cause de ça, ou devrait disparaître. On devrait interdire les faux profils. Et les gens, ça devrait être des vrais gens, avec leur vrai nom, leur vraie gueule, etc. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, au parasitisme intégral, aussi à la délation, à l'agression, à l'insulte, à la menace, etc. Je pense que de ce point de vue-là, il y a une décadence de Facebook que j'ai constatée, moi, depuis quelques années. Au début, les gens pensaient plutôt à se mettre dessus au premier degré. Ils avaient leur nom, leurs photos, quelques photos d'eux. Et aujourd'hui, il y a, enfin, moi, je le vois par rapport à moi, puisque je suis vraiment dessus, pour un profil réel avec un nom réel, il y a 5 faux profils, quoi. Ouais. Et c'est assez pénible, c'est polluant, quoi. Et je trouve que, même d'un point de vue légal, normalement, c'est pas normal qu'on puisse autoriser le faux comme ça. Alors, quel est, selon vous, l'impact des réseaux sociaux sur le monde en général et sur l'être humain ? L'impact immédiat des réseaux sociaux, c'est par rapport, on parle de communication, c'est par rapport aux médias institutionnels traditionnels. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, les réseaux sociaux ont quand même démocratisé la notion de médias. Parce que le média institutionnel est un lieu de pouvoir et d'argent. Et c'est vrai que, par exemple, si on pense à la réinformation ou à la dissidence, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut plus cacher comme on pouvait cacher à l'époque, où si ce n'était pas dans les médias officiels, c'est-à-dire journaux, papier et télévision, l'info ne sortait pas. Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je militais à l'époque au Parti communiste, on avait monté un truc qui s'appelait la lettre écarlate. C'était une petite revue papier qu'on envoyait par la poste, parce qu'il y avait que ça, pour faire de la contre-information. Mais ça demandait une imprimerie, des timbres, budget, etc. Aujourd'hui, les médias traditionnels sont en grande difficulté, et tant mieux. On voit l'effondrement de Libé, l'effondrement de Canal+, qui était déjà sur l'idée du réseau social, un peu à l'époque, avec on paye pour en être, etc. C'était un peu un truc d'élite, avec l'ambiguïté que ça comporte. Les médias mainstream sont attaqués par les médias du réseau social, et tant mieux. Et aujourd'hui, il y a quand même une circulation alternative de l'information qui est quand même un plus et qui vient compenser le durcissement et la brutalité de la dictature. Parce qu'en réalité, nous sommes dans une dictature politique aujourd'hui déguisée en démocratie, avec des médias entièrement à la botte. Donc là, on est vraiment dans un monde orwellien. Et par chance, il y a effectivement un monde de résistance et d'alternative où il y a tout et n'importe quoi, mais tout, qui permet effectivement de compenser, comme une espèce de soupape dans une cocotte minute, de compenser ce totalitarisme. Parce que moi qui viens du journalisme, le journalisme, quand je le pratiquais entre 85 et 2000, n'a fait que se durcir et se fermer et passer sous la domination de l'argent et d'un totalitarisme de plus en plus évident. Et le réseau social a permis effectivement l'émergence de médias alternatifs qui sont venus un peu compenser
cette dictature. C'est un peu l'idée de la dissidence soviétique par rapport à la Pravda. Vous voyez, on a la Pravda, c'est Le Monde, Libé, le journal de 20 heures, quelle que soit la chaîne. Et puis on a la dissidence qui sont égalité, réconciliation. Je ne vais pas parler de F de Souche puisque là, c'est une petite parenthèse. Il y a un bouquin qui vient de sortir, soi-disant fruit de 2 ans d'enquête sur la réinfosphère. Non, qui devait s'appeler la réinfosphère. Ils ont changé le titre. Quand ils m'ont abordé pour que je réponde à leurs questions, ça devait s'appeler la réinfosphère. Oui, j'ai refusé de collaborer parce que je sais que c'est des trous du cul. Et ils ont trahi tous les gens qu'ils ont utilisés dans le bouquin. Ils ont changé le titre. Ils ont tronqué les interviews. Je le sais parce que j'ai des gens qui m'ont envoyé les interviews auxquelles ils avaient répondu et qui se sont fait trahir et manipuler par les 2 journalistes qui sont de petites salopes qui travaillent, eux, pas pour la réinfosphère, mais pour la dictature dominante. Hein. Et je voulais faire une petite précision. Dans ce livre, soi-disant, qui critique la réinfosphère, ils font croire que F de Souche est le premier site de réinformation de France. Et ils ont fait 2 ans d'enquête. Vous allez sur Alexia, là maintenant, tout de suite, vous verrez qu'égalité et réconciliation est 300e et qu'F de Souche est 600e. Oui. Donc pourquoi prétendent-ils que c'est F de Souche le leader de la réinfosphère? Parce que F de Souche fait la promotion du livre de Zemmour et sur la ligne de l'idéologie dominante, c'est-à-dire haro sur le bougnoul, tout contre l'islam, et c'est en fait un média crypto-sioniste. Donc en fait, même quand ils prétendent lutter contre les médias alternatifs de désinformation, ils amènent sur une soi-disant désinformation qui est la même information que les médias officiels pour lesquels ils travaillent. Vous voyez ? Et là, on est dans toute la perversité, effectivement, de cette espèce de monde de communication globale où les médias traditionnels sont empêtrés par rapport aux médias alternatifs, réseaux sociaux, où ils essayent de manipuler les réseaux sociaux quand même. Ils essaient de créer de faux réseaux sociaux ou médias alternatifs. Est-ce que Mediapart est un média alternatif ? C'est très discutable quand on voit qui est Edoui Plenel et quel est son CV, vous voyez. Donc le gros souci qu'ils ont aujourd'hui, c'est ils n'arrivent pas à lutter de l'extérieur contre les réseaux sociaux, médias, et ils essayent d'en prendre le contrôle de l'intérieur. Alors justement, vous venez de dire Edoui Plenel. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui, justement, parce que c'est intéressant, parce que plein de gens apparentent Mediapart à vraiment la solution anti-système. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? Mais les gens ont la mémoire courte. C'est le principe de la domination, c'est que effectivement la mémoire longue n'est pas donnée à tout le monde. Edoui Plenel avec Alain Min qui est Colombani et fait partie du trio, et c'était lui qui avait en charge la rédaction, qui a détruit le journal Le Monde dans les années 90, détruit. C'est-à-dire qu'il a entièrement asservi à une domination politique que j'appellerais alliance du trotskisme et du capital, et il a détruit tout le sérieux de ce journal. Donc il est le responsable de la destruction du journal de référence, vous voyez, de l'époque. Hein. Et ça, aujourd'hui, il ne s'en vante pas. Hein. Alors aujourd'hui, il a fini par, à force de trahir ce journal et d'en faire une putain du système, il l'a détruit, il l'a fait s'effondrer, et finalement il s'en est fait virer, je crois. Et maintenant, il fait le Chevalier Blanc et il fait le Robin des Bois à Mediapart. Mais je veux dire, il a toujours travaillé avec les renseignements généraux. Il a même produit sur nous des documents qu'il n'a pu avoir que par la police. Il a toujours travaillé avec les services de gendarmerie. Il a toujours travaillé... et Mitterrand disait de lui, d'ailleurs, que c'était un agent américain. Enfin, qu'il a travaillé aussi avec la CIA. C'est Mitterrand qui le disait. Hein. Donc c'est typiquement le faux résistant et le faux rebelle. Et qui est là en fait pour que les réseaux sociaux aussi soient sous contrôle, hein, de façon plus subtile et plus perverse. Alors ça, on va en voilà, parler. Donc c'est une petite parenthèse sur Edoui Plenel. Les vrais réseaux sociaux autonomes, même si je critique F de Souche, parce que c'est pas notre ligne, c'en est un, ça c'est sûr. C'est des gens qui n'ont pas de moyens, qui partent de rien, qui sont dans la vraie rébellion. On voit bien les faux et les vrais réseaux sociaux. Il y avait Rue 89, on n'en parle plus, je ne sais pas si ça a disparu. Si ça continue. Ouais. C'était 4 types de libés, tous issus de la même communauté. Enfin, ça, c'est du faux, ça. Voilà. D'accord. Je vous demandais aussi l'impact des réseaux sociaux sur l'être humain. On va être plus d'un point de vue sociologique. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sur l'être humain ? Est-ce que ça crée plus de solitude Qu'est-ce que vous en pensez ? Justement, c'est ambivalent. Ça crée plus de contact avec les autres virtuels, mais c'est un peu la prolongation, ça, du téléphone. Quand il n'y avait pas le téléphone, on se voyait ou on se voyait pas. Après, on pouvait se parler au téléphone. Entre se voir physiquement, se parler au téléphone, puis après être sur Skype, c'est la progression d'une même logique. C'est progressivement la technique qui se met au service de la relation humaine, mais qui aussi prend la place de la relation humaine
réel. Hein, voilà. Elle prend peut-être trop de place parce qu'aujourd'hui c'est pas souvent des appels Skype. On va dire sur Facebook, on se voit pas souvent. Ça va être. Ah si maintenant sur oui, Facebook il y a un mais... outil Skype aussi. Ouais, oui. La plupart des gens sont plutôt à écrire, se commenter. Oui, etc. mais bon, ça veut dire qu'ils rentrent chez eux le soir, ils ont bossé dans un métier de service, peut-être assez dur, où ils sont peut-être assez seuls, j'en sais rien. Ils rentrent le soir, ils sont fatigués, ils sont seuls, petit appartement, souvent célibataires, il y a moins de familles qu'avant. Qu'est-ce qu'ils vont bon, je parle des jeunes, hein, je pense pas que ça touche les gens de 70 ans, mais je parle des gens de 20, 35 ans. Ils vont sur Facebook, ils regardent les messages qu'ils ont eus, ils se mettent sur conversation, je sais pas quoi, instantanée, là, oui, je sais le pas chat, quoi, ouais. Pour qu'on voit qu'ils sont là, et ils échangent avec des inconnus ou des amis. Et je vous dis, c'est un peu l'équivalent de descendre de chez soi, aller au bistrot, aux Zingues, et picoler un coup et parler avec des gens. À part que là, on peut toucher beaucoup plus de monde, mais on les touche pas vraiment. Donc il y a cette ambivalence. On est toujours dans l'ambivalence. Rien n'est toujours positif ou négatif. On gagne d'un côté, on perd de l'autre, et surtout on se transforme. Transformer, c'est-à-dire passer d'une forme à une autre. Et malheureusement, c'est un peu irréversible. Et je vous dis, c'est très dur à doser, à contrôler. L'idée que je maîtrise Facebook, j'en fais ce que je veux, ou je maîtrise mon portable, j'en fais ce que je veux, c'est pas très vrai. Hein, une porte est ouverte ou fermée, un portable est ouvert ou fermé, mais il est plus souvent ouvert parce que quand on a un portable, c'est pas pour l'éteindre, quoi. Et il y a des gens qui font le choix effectivement d'échapper à tout ça, mais alors, et ça veut dire aller à la campagne, travailler de ses mains. Enfin, je veux dire, il y a une logique intégrale, c'est-à-dire qu'on sort totalement du virtuel et du digital, et on se retrouve avec un potager. Et le soir, au lieu de regarder la télé, on s'allonge et on regarde les étoiles filantes, on regarde le ciel, on écoute les oiseaux, etc. Entre les deux, il n'y a pas vraiment de moyen terme. Hein. Et moi, je sais qu'à des moments, je me dis, attention, tu es un peu dans l'intégrale virtuelle, digitale, réseaux sociaux. Et mon idée à terme, c'est de passer 3 jours à la campagne déconnecté complètement, et puis après le reste à Paris, connecté complètement, pour passer de l'un à l'autre, parce qu'il n'y a pas de moyen terme, quoi. Vous savez que sur les réseaux sociaux, les gens, les utilisateurs, on va prendre Facebook, suivent autant les people que les marques, c'est-à-dire le business. Est-ce que ça vous étonne? Qu'est-ce que vous pensez de cette intrusion dans un lieu de détente, puisque ça ressemble un peu au bistrot, des entreprises pour vendre des produits? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Le principe de la société marchande, c'est le marketing. Ils voient un nouveau support, ils l'investissent. Alors, c'est-à-dire qu'il y a 2 choses dans les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux de gens, des petites gens anonymes qui soit communiquent entre eux ou essayent d'exister avec l'idée d'Andy Warhol, tu sais, d'être une star pour un quart d'heure ou la star de son immeuble. Il y a toujours cette mégalomanie qui s'exprime, pas chez tout le monde d'ailleurs, mais chez certains. Et puis il y a aussi la manière dont les réseaux sociaux sont utilisés par les vedettes aussi, qui s'en servent pour communiquer. Donc il y a les gens qui se prennent pour des vedettes sur les réseaux sociaux, et il y a les vedettes qui prennent les réseaux sociaux pour étendre leur aura, pour essayer d'exister un peu plus que la page dans Gala, la photo dans Voici, etc. Donc c'est toujours pareil, il y a un truc qui arrive, et les gens du marketing, et quand la célébrité est un marketing, se disent je dois investir ce truc-là. Je veux dire, quand je vois moi, Dieudonné, etc., on a aussi cette réflexion-là, hein, on est obligé d'y être. Je me suis posé la question, je suis obligé d'y être. Alors après, c'est qu'est-ce qu'on y fait, combien de temps on y passe, jusqu'où on est d'accord pour aller ou pas aller dans le... C'est des choix de communication. Ouais, dans le marketing. Est-ce qu'il y a une éthique ou il n'y en a pas? Tout ça se discute. Mais le fait quoi. que des gens aillent, par exemple, aimer des entreprises, bon, qu'ils aillent aimer Dieudonné, vous ou un people, d'accord, mais qu'ils aillent aimer, je sais pas moi, Bricorama, ça vous choque pas? Il y a une page Bricorama sur Facebook. Ouais. Je suis jamais allé. Mais il y a des fans, parce que c'est le terme, on parle de fans aujourd'hui. Ouais, ça, ouais, mais la fanitude, c'est aussi toute la société du spectacle. Hein. On va citer Guy Debord, c'est qu'aujourd'hui tout fonctionne en termes de stars et de fans. Hein. Moi, il y a des gens, par exemple, qui me demandent un autographe. Et moi, je leur dis, je ne suis pas chanteur, je fais des dédicaces. Dédicaces parce que je suis écrivain. Mais je suis quand même obligé. Parfois, il y a des gens qui me tendent une feuille de papier pour que je signe en disant à Bébert, machin. Je le fais parce que c'est sympathique et émouvant, mais c'est... la pipolisation intégrale de tout, c'est bon, la société à l'américaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, il peut y avoir je le savais pas, mais il peut y avoir des fans de Bricorama. Je sais pas aller voir la page Facebook de Sarkozy, il doit y en avoir une. Il y a Twitter aussi. Voilà. Il y a tout ça. Alors, je vous dis, après, il y a aussi des gens qui sont sans doute dans l'addiction à tout ça.
qui sont à 100% là-dessus, ce qu'on appelle les geeks et tout ça, hein, ceux qui vivent entièrement là-dessus. Et puis ceux qui ont un usage fonctionnel et modéré. Moi, par exemple, ma page publique, c'est pas moi qui la gère, par exemple. Bon, je réponds aux messages personnels, mais parce que j'ai pas le temps et puis que j'ai pas de passion pour ça. Mais il y a des gens dont toute la vie n'est plus que... je vais pas citer un dentiste de Marseille, mais lui, à mon avis, il est pratiquement H24 là-dessus. Ce qui rend fou. Il y a cet aspect-là. Hein. Ça peut rendre fou quand même, hein, quand on n'est plus que dans le virtuel, le digital intégral et qu'on s'en du réel. Et ça donne... Il y a plusieurs pathologies psychologiques que ça génère. Hein. Le fait que ce soit anonyme et à distance et non réel, ça génère deux choses. Ça potentialise l'agressivité, les insultes, etc., puisque c'est sans risque. Hein. Ça prolonge l'automobile. Vous savez, quand on est enfermé dans une voiture, on peut faire le cake. Dans la rue, c'est déjà plus dur. Donc, en fait, c'est la même logique. Donc, ça potentialise l'agressivité des gens agressifs et lâches, notamment, insultes, etc. C'est assez vérifiable. Parce que c'est sans danger. Et ça potentialise aussi la mégalomanie. Le type qui a une espèce de fantasme de toute puissance. Hein, parce qu'il se dit, je peux communiquer avec qui je veux, je suis le maître de mon royaume. D'ailleurs, à l'époque, il y avait un espèce de truc avec des univers parallèles où on créait des petits personnages, là, des avatars. Là. C'est complètement passé de mode, ça. Oui. Bah maintenant il y a Pokémon un peu qui ressemble à ça. Mais avant on prétendait que ça allait remplacer le monde réel. Ça a été une mode qui a duré 5 ou 10 ans. J'étais même dessus à une époque. Second Life. Oui, Second Life. Il y avait des gens qui m'animaient et tout ça on n'en parle plus. Non. Donc c'est pas très. Alors qu'il y a des gens qui prétendaient que ça allait remplacer la vie réelle. Oui, mais là les gens se digitalisent eux-mêmes. C'est-à-dire que voilà, c'est mon moi sublimé sur Internet. Avec Facebook, c'est différent que de. Mais donc créer je un disais personnage. ça potentialise la violence des lâches, parce que par l'anonymat et le pseudo, et le sentiment de toute puissance pour certains. Hein. Moi, je vois, par exemple, je reçois des menaces, des insultes, etc. Il y a des profils délirants. Donc, effectivement, ça comporte certains dangers. Le danger, effectivement, du non réel, hein, du non immédiat. Mais après, ça potentialise des personnalités qui sont déjà là. Hein. Ok. Alors, l'utilisation des hommes politiques de Twitter, de Facebook, vous savez, au départ, la plupart des hommes politiques ne voulaient pas y aller. On avait même entendu Martine Aubry qui disait qu'elle n'a pas que ça à faire d'aller sur Facebook, sur Twitter. Aujourd'hui, ils sont tous là à y aller. Vous avez le phénomène Obama qui est né complètement avec les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire des hommes politiques et des réseaux sociaux ? Normalement, c'est très antinomique parce que le réseau social, c'est une intervention immédiate, sans recul. Le principe de l'homme politique, normalement, c'est la distance, le recul et la réflexion globale. Donc, être obligé d'être sur les réseaux sociaux pour les hommes politiques, ça fait forcément baisser le niveau. Même moi, si je joue à ça toute la journée, on parle des petits commentaires, etc., je sais très bien que ça ne remplace pas le recul d'une analyse profonde, notamment de l'étude sérieuse des dossiers, et puis après, même l'écriture sérieuse de livres qu'on a écrits soi-même. Hein, vous voyez, moi, j'estime avoir le droit de faire un peu de réseau social parce que je fais tout le reste. Mais c'est un peu inquiétant, effectivement, dans la dégringolade du sérieux, et notamment du sérieux politique, dans l'immédiat et l'émotionnel, hein, la réaction immédiate sur, en général, des événements spectaculaires. C'est-à-dire que si, à un moment donné, il y a un autocar qui s'écrase avec des gosses dedans, celui qui n'aura pas réagi sur le réseau social, on va faire remarquer qu'il n'a pas réagi et donc qu'il ne serait pas humain. Vous voyez, ou pas assez humain. Alors que l'autre, il a un type payé à plein temps, un stagiaire qui est là pour pleurnicher immédiatement. Donc c'est forcément pas bon signe pour les catégories du sérieux, c'est pas bon signe. En fait, le réseau social, c'est intéressant sur le plan des catégories, par exemple du loisir, de l'affectif ou du jeu, hein, c'est-à-dire sortir de la solitude et s'amuser. Au niveau du sérieux, c'est plutôt négatif, à mon avis, hein, parce que c'est de l'immédiat et de l'émotionnel. Quand on inclut les réseaux sociaux, il y a aussi par exemple YouTube où vous existez avec des vidéos longues. Mais bon, ça c'est. Il n'y a pas que le commentaire court. Non, mais là on parlait du Twitter. Twitter, c'est le commentaire court, c'est vrai. Le commentaire court sur l'événement immédiat, voilà. Et on remarque celui qui n'a pas réagi. La réaction à la réaction, etc. Enfin, c'est du vent, quoi, tout ça. Et le phénomène Obama, puisque c'est quand même quelqu'un qui est né avec les réseaux sociaux en 2008. Vous savez que la personne qui a refait son site, c'était le cofondateur de Facebook à l'époque, 2007. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette personne qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, l'image Ce que tu viens de dire,
Il utilise beaucoup les réseaux sociaux et l'image, et tout ça, c'est toujours au détriment du sérieux de la politique, hein, bien sûr. On est dans la société du spectacle intégral, de l'effet, de l'immédiat et de l'émotion, et tout ça est très très loin de ce qu'on appelle la réalité et la profondeur. C'est-à-dire que Obama est d'autant plus sympathique et d'autant plus, comment dirais-je, incarnant la démocratie, puisque noir, mais président des États-Unis, et démocrate, mais qui a validé toutes les guerres néoconservatrices dans la continuité des autres. On est bien dans l'arnaque, effectivement, du spectacle au sens de Debord, quoi. Je veux dire, et ça ne fait qu'à donner un outil de plus de manipulation. Et quand je parle de manipulation, c'est effectivement pourquoi ? Parce que c'est des terrains qui favorisent l'immédiat et l'émotionnel. Et l'immédiat et l'émotionnel, c'est le contraire du recul et de la réflexion, c'est tout. Or, le domaine du politique, le domaine de la maîtrise, qui n'est pas le domaine du loisir ou de l'affectif, c'est le recul et l'analyse et le rationnel. Donc, effectivement, ces outils-là ne sont pas des vecteurs de recul et de rationnel, sauf, là, on parle de YouTube, quand ça permet effectivement de mettre en ligne des vidéos. Pourquoi ? Parce que la télévision et les médias télévisuels ne nous permettent pas d'y accéder. C'est-à-dire que moi, pourquoi je fais des vidéos du mois ? Parce que je suis interdit de télévision. Quand je passais chez Ardisson à l'époque, ou même chez Tadi, je faisais un gros audimat parce que ce que je disais était pertinent et souvent en décalage. Et d'ailleurs, j'étais obligé de parler très vite avant qu'on me coupe la parole parce que je savais qu'on ne me laisserait pas exprimer une pensée qui demande un certain temps pour construire un raisonnement. C'est toujours opposé au slogan et au truc affectif et émotionnel qui est le vecteur qui est le cancer du vecteur télévisuel, hein, l'émotionnel et l'immédiat et le court. Donc aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir, grâce aux réseaux sociaux, de pouvoir faire ce que j'ai toujours rêvé de faire quand on m'invitait à la télé, c'est-à-dire à un moment donné, n'est pas confronté à 6 types qui sont là pour m'empêcher d'exprimer une pensée cohérente, en la hachant par tous les moyens, parce que c'est le principe de la télé, c'est de ne jamais mettre... Si vous voulez favoriser quelqu'un, vous mettez un intervieweur et un seul invité. Là, ça veut dire que vous allez forcément lui servir la soupe, quoi qu'il arrive. Mais si vous voulez empêcher quelqu'un d'exister, vous lui mettez 5 types en face de lui qui lui coupent la parole, etc. Et il ne pourra pas gagner. Il pourra marquer des points seulement. Et moi, j'ai enfin maintenant les moyens de faire ce à quoi j'ai toujours aspiré, d'une certaine manière, quand je passais à la télé, c'est pouvoir exprimer une pensée sans être coupé et en ayant la maîtrise du montage et de la post-production. C'est-à-dire je suis le journaliste, le patron de la chaîne et le monteur. Et ça donne mes vidéos du mois, sachant d'ailleurs qu'elles sont de plus en plus censurées sur YouTube et sur Dailymotion. Au début, j'avais un contrat avec Dailymotion. Ce contrat a fini par être rompu. YouTube, parce qu'il y a les lois du copyright américain, dès que je prends un extrait pour illustrer quelque chose, alors que c'est autorisé le droit de citation en France, on se sert de la loi américaine sur le copyright intégral pour demander que la vidéo soit retirée. Et aujourd'hui, j'en suis à héberger moi-même mes vidéos, si vous regardez bien, le plus souvent. Hein. Et des gens qui combattent encore plus durement que moi le système sur des positions plus radicales comme Renoir, son problème, c'est de laisser une vidéo 2 jours de suite sans qu'elle soit retirée sur YouTube. Donc, il y a une guerre aussi de la dictature médiatico-politique qui se mène aussi sur le réseau social en se servant des lois sur le copyright, de l'antiracisme institutionnel, toujours les mêmes arnaques. Hein. Alors justement, on a vu Facebook qui a fait un partenariat, je crois, avec le gouvernement israélien pour dénoncer tous les contenus qui pourraient être antisémites. Alors ça a donné un résultat immédiat, c'est qu'ils ont supprimé des comptes d'associations palestiniennes ou de personnages palestiniens de premier plan qui avaient parfois plusieurs millions de followers. Ce qui est scandaleux. Ouais, j'attends d'ailleurs que quelqu'un me fournisse un article de qualité là-dessus pour le relayer avec des chiffres, parce que j'ai l'info, mais je ne peux pas diffuser tant qu'il n'y a pas un article bien construit, je peux pas. Mais c'est un scandale, effectivement. Zuckerberg, je ne vais pas vous faire un dessin, mais derrière ces petits, soi-disant self-made man juifs de 30 ans, s'ils ont pu arriver à une domination telle, d'abord, il a volé déjà ce truc-là à des jumeaux qui, eux, étaient des champions d'aviron. C'était des goys avec un physique d'arien incroyable. Derrière, il y a toujours des financiers. C'est-à-dire que si moi, je faisais partie de la communauté organisée, avec les idées que j'ai depuis l'âge de 25 ans, je serais Zuckerberg 10 fois plus. Parce que ce qui compte, c'est le type qui, derrière, vous donne les moyens de faire aboutir vos idées. Zuckerberg, c'est rien, c'est un guignol. C'est que derrière, il y a Rothschild qui Rothschild c'est la Silicon Valley, généralement, qui investit. Et puis même, je dirais Rothschild au sens le plus générique du terme, qui s'est dit il est intéressant que cette chose-là existe et qu'on en ait le contrôle. Et la preuve, c'est qu'en dernière instance, on voit qu'il y a des choses qui peuvent passer sur Facebook très très bien, et d'autres où on est systématiquement emmerdé. Moi, mon compte a été fermé plusieurs fois, j'ai eu des avertissements, on m'a interdit de poster pendant 1 jour, des fois 1 mois, des trucs comme ça, et c'est toujours
par les mêmes et pour les mêmes. Hein. Je vous fais pas un dessin. Hein. Alors, est-ce que la liberté d'expression va continuer sur ces réseaux? Parce que maintenant que ça a pris tellement d'ampleur que les gens passent plus de temps là-dessus que devant la télé et la radio. Là, c'est un combat permanent, il n'y a pas de réponse. Pas de réponse. Il est évident que les maîtres du monde, la secte mondiale, qui est à la fois bancaire et communautaire, avec tous ses suiveurs et ceux qui partagent le gâteau, sont inquiets de la liberté qui peut s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et cette liberté est toujours, au sens le plus générique du terme, révisionniste, hein, c'est-à-dire contestataire de l'idéologie dominante sous toutes ses formes, et que la secte mondiale et la domination mondiale essayent de se servir des réseaux sociaux, ne peut pas les annuler parce qu'elle en mange aussi, mais en même temps de les soumettre à son idéologie et à son pouvoir. Et c'est un combat permanent, et c'est toujours un combat qui se livre masqué, au nom de la lutte contre le racisme, au nom de la lutte contre, je sais pas quoi, la pornographie, au nom de... toujours pour soi-disant bonne cause. Mais en fait, ça touche toujours comment dirais-je, les résistants à l'idéologie dominante et au pouvoir des tenants du nouvel ordre mondial. Est-ce qu'on peut imaginer, vous savez, les magazines, les premiers magazines, les canards ont été rachetés par les rois à l'époque. Ensuite, la télé, c'est une création de l'État, l'ORTF. Mais après, ça passe la radio, c'est aussi, il y a eu oui, l'État. Après, il y a ce qu'on appelle les radios. Après, il y a ce qu'on appelle les radios libres. Et puis, il y a la destruction de la SFP. C'est-à-dire que dans le temps, le politique savait que les médias étaient un moyen de contrôle ou de subversion, et il n'était pas question que la société civile en ait le contrôle. On était dans une des sociétés où l'État était beaucoup plus prégnant. Sans doute ces sociétés qui existent encore, la Russie de Poutine est sans doute encore un peu comme ça, un peu. Et puis après, on a le triomphe de la société civile, c'est-à-dire la prise du pouvoir par le marché et donc l'argent et la banque sur le politique. Aujourd'hui, le marché est plus puissant que le politique. C'est clair, c'est le marqueur absolu de l'époque, c'est ça. Sous De Gaulle, effectivement, il y a encore un politique qui tient un peu, qui contrôle un peu le marché, comme ce que Hegel appelle une bête sauvage. La bête sauvage est tenue en laisse par le politique. Ça peut correspondre à la situation actuelle de la Chine. La Chine est un grand pays sur le plan de son développement économique, mais avec encore un pouvoir centralisé fort, avec une vision qui s'appelle le Parti communiste chinois. C'est ce qui fait que la Chine est en train de devenir la première puissance du monde. Parce que si vous n'avez pas la puissance économique, vous ne pouvez pas y arriver, mais si vous n'avez pas l'économique contrôlée par le politique, vous vous cassez la gueule aussi. C'est la situation des États-Unis aujourd'hui, où l'économique étant aux mains de Wall Street et de la finance parasitaire pure, l'empire américain est en train de s'effondrer par un déficit de politique par rapport à l'économique. Hein. Voilà, donc c'est pour ça que quand on regarde les données brutes, on voit bien que la Chine a de l'avenir et que les États-Unis sont plutôt, comme le dit Trump d'ailleurs, dans une période de déclin évident. Et donc la marche de la modernité, le combat de la modernité, c'est qui a le pouvoir de l'économique ou du politique, sachant que c'est toujours un couple. Et on voit très bien que dans les 30 dernières années, le politique a perdu par rapport à l'économique. On voit bien que les hommes politiques aujourd'hui sont des guignols qui n'ont aucun pouvoir et qui sont simplement des attachés de presse ou des VRP, des communicants du marché. Et du pouvoir du marché qui est la banque. Et après, on se dit, est-ce que ça peut repartir dans l'autre sens, hein, voilà. Alors, on voit bien qu'effectivement que les réseaux sociaux sont un espace de chaos, de liberté, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour que ça fonctionne. On voit bien que le pouvoir de l'argent essaye de le contrôler, et aussi le politique au service de l'argent. Ouais. Par exemple, la création du DILCRA ou de la DILCRA, ça a été doté de 100 millions d'euros sur 3 ans pour m'emmerder sur les réseaux sociaux. Et celui qui gère ça est un sous-préfet ou un préfet, qui s'appelle, c'est le fils Diamantis, là, j'ai oublié son nom, et il m'emmerde au service de lobbies communautaires qui eux-mêmes, quand on va au bout, représentent en fait la puissance bancaire et la puissance d'argent. Vous voyez, là, Clavreuil, hein, voilà. Donc on voit bien qu'on a toutes ces imbrications. Si vous regardez la création pour lutter contre Soral et Dieudonné sur Internet de la DILCRA, voilà, vous verrez comment s'imbrique effectivement. Vous avez toute cette lutte qui s'expose devant vous à une tentative de liberté et d'émancipation. Le pouvoir politique qui est mis au tapin par un pouvoir communautaire, qui n'est un pouvoir communautaire que parce que c'est en dernière instance un pouvoir d'argent. Hein. Et donc le pouvoir politique ultime en réalité, celui qui est au-dessus de tout et qui écrase tout. Voilà. Vous avez parlé de Jean Baudrillard tout à l'heure, qui était professeur, qui a écrit notamment La Société de consommation dans les années 60, je crois. Oui, c'est un bon livre. Qui est toujours valable. Et que j'ai bien connu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur son travail, même si lui n'a pas connu Internet? Est-ce que c'est toujours cohérent, son travail, avec l'Internet d'aujourd'hui, tout ce monde mercantile, cette société de la consommation que l'on retrouve sur Internet?
et qui était professeur, qui a écrit notamment La Société de consommation dans les années 60, Oui, je crois, ouais, c'est un bon livre. qui est toujours valable. Et que j'ai bien connu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire sur son travail, même si lui n'a pas connu Internet? Est-ce que c'est toujours cohérent son travail avec l'Internet d'aujourd'hui, tout ce monde mercantile, cette société de la consommation que l'on retrouve sur Internet? Baudrillard, il parlait beaucoup du fractal, du numérique, du digital, à l'époque où on ne comprenait pas bien ce que ça voulait dire. Donc je pense qu'il avait un peu d'avance là-dessus. Et il est mort d'ailleurs assez ignoré et humilié après avoir été... Et en fait, il a eu plusieurs phases. Il était maître assistant. En fait, il n'a jamais été au sommet de l'université. Il a eu une phase de petit professeur. Après, il est devenu une vedette du discours et le sociologue du journal Libération, ce qui lui a permis de devenir une star, et en même temps, ça a un peu dilué son message. Et puis après, il a commencé à être un peu critique sur le 11 septembre, sur les années 2000, et il a été marginalisé, et il est mort pratiquement oublié. Mais effectivement, il s'intéressait à toutes ces questions. Il faut peut-être... ne pas lire que lui, mais relire un peu le Baudrillard des années 80-90. Ouais. Il avait pigé certains trucs. Ouais. Très bien. Vous êtes sur Instagram depuis peu de temps. Vous avez découvert ce réseau de photos. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce réseau? Qu'est-ce que vous... Déjà, je vais dire que c'est mes conseillers et mes collaborateurs qui m'ont dit que je devais étendre ma présence sur les réseaux sociaux. J'ignorais même qu'il existait Instagram. Il y a aussi Snapchat aussi. Ouais. J'ignorais que ça existait. Et donc, on a ouvert des comptes. Et c'est vrai que je vois des gens qui me découvrent par ce vecteur-là alors qu'ils ne m'avaient pas découvert par un autre. C'est-à-dire qu'il y a visiblement des clientèles un peu spécifiques qui correspondent... pour des raisons qu'il faudrait analyser. Il y a des gens qui sont plus Facebook que Snapchat, d'autres plus Instagram, etc. Et à chaque fois, je touche des gens différents, sachant que moi, mon but est toujours le même, c'est de faire passer par différents vecteurs, différents réseaux, le même message et les mêmes productions. Voilà, donc moi j'essaie d'élargir mon auditoire pour contrebalancer la diabolisation officielle. Et alors après, il faudrait étudier effectivement que c'est par exemple Instagram, il me semble que c'est des gens un peu plus jeunes, on est plus sur de la photo pure, donc c'est encore plus jeune, plus immédiat, plus visuel et plus, on va dire, émotif. Et peut-être qu'il y a encore moins de contenu écrit, parce qu'en fait ce que j'avais fait remarquer il y a quelques années, c'est que Facebook, avant Facebook, on va dire déjà le principe du mail avait quand même réhabilité l'écrit, parce que les mails, il faut écrire, on s'envoie des messages, ça avait réhabilité un peu l'épistolaire, et même sur Facebook on s'écrit pas mal en réalité, on est obligé de faire des phrases, et là dans l'Instagram et dans le Snapchat, on est sur de la photo, avec souvent des espèces de petites phrases minimum, c'est ce qu'on appelle comment ça s'appelle ça, les selfies, c'est ça? C'est quand on se prend en photo soi-même. Sinon, le fait d'écrire des petits textes très courts, c'est microblogging. En fait, c'est vraiment. Je ne connais pas tous les termes. Ouais, donc ça touche en général des gens plus jeunes et plus féminins, je crois. C'est plus jeune et plus féminin. Après, aujourd'hui, tout le monde y est. Justement, comme toutes les femmes y sont, les hommes suivent. Les hommes suivent, ouais, d'accord. Mais c'est quand même un peu féminin, je dirais, essentiellement, quand on analyse ce que veut dire la féminité. C'est-à-dire plus émotionnel que rationnel, plus visuel que verbal. C'est sans doute une féminisation des réseaux sociaux, et bon, c'est un constat, quoi. Alors YouTube, vous avez dit tout à l'heure donc que vous êtes présent sur YouTube. On va juste imaginer une chose, si par exemple vous n'étiez pas passé par les médias institutionnels, la télé, que donc vous n'aviez pas été connu avant Internet, est-ce que vous pensez que vous auriez autant de gens qui vous suivent aujourd'hui, si vous étiez né que sur YouTube? Déjà, ça veut rien dire, parce que moi j'ai un certain âge et j'ai publié mon premier livre en 84, donc j'ai une longue trajectoire. Moi, ce que je remarque, c'est que certains jeunes qui me suivent ou qui me découvrent sur Facebook ou qui me critiquent sur Facebook et les réseaux sociaux, souvent ne savent pas que j'existe depuis bien plus longtemps et que j'ai ce qu'on appelle un CV. J'ai publié, je crois, 13 ou 14 bouquins. J'intervenais déjà dans les médias en 85. Vous pouvez retrouver des vieilles vidéos de moi où j'interviens à la télé chez De Chavannes, chez Ardisson, à l'époque de Lunettes Noires pour Nuit Blanche. J'étais déjà là en 90, par exemple. Donc moi, j'ai une légitimité qui me vient de mon parcours. Ce parcours, souvent, est ignoré par la jeunesse, qui est effectivement bien plus dans l'immédiateté que génération d'avant, parce que maintenant, les jeunes n'ont pas de bibliothèque, n'ont pas de culture classique. Et ce qui existait il y a 10 ans, pour eux, n'existe pas. Donc vous pensez qu'ils tombent sur vous comment, en fait ?
Bah, ils tombent sur moi par ce qu'on appelle comment on appelle ça les rappeurs là, des punchlines en général. C'est parce que je sors des phrases qui les impressionnent ou qui les font marrer. Et parfois il y en a qui vont un peu plus loin et qui cherchent. Et il y a des types effectivement qui découvrent des vidéos de moi chez Mireille Dumas. En je sais pas quoi. Oui, avec votre sœur. Par exemple, ou même avant. Non, j'en ai fait avant quand j'avais écrit mon roman sur la drague, là, La Villa Vaurien. Et effectivement, on est d'abord sur une découverte immédiate sur des slogans, et après on a la possibilité d'aller creuser dans le temps et dans l'épaisseur, je dirais dans tous les sens du terme, d'aller jusqu'au livre, et après de voir ce que c'est que la trajectoire d'un type qui a commencé à se bouger à l'âge de 18 ans, qui a été punk en 76, 77, etc. C'est-à-dire que j'ai une longue trajectoire maintenant. Alors justement, c'est quoi le bon slogan ou la bonne punchline pour vous ? Parce qu'on est dans l'ère de ça, si on veut le titre de notre émission, là, ni pute ni chômeur. Parce que j'avais sorti une phrase qui vaut ce qu'elle vaut, c'est aujourd'hui un journaliste, c'est une pute ou un chômeur. Ce qui est exactement le constat du journalisme mainstream, et notamment deux merdeux qui ont fait le bouquin sur la fachosphère, et qui pour le faire ont trahi tout le monde en mentant sur le titre, en ne respectant pas leurs engagements par rapport aux gens qui avaient été interviewés, et en finissant à la fin pour effectivement tapiner pour les médias mainstream qui les payent. Il suffit de voir qui finance les Inrock, etc., pour essayer de nuire à l'indépendance et à la liberté dont ils prétendent se réclamer, alors qu'en fait ce sont des geôliers, hein. Ce sont des collabos, des capots et des geôliers. Voilà. Donc même vous, je pense que même si vous n'étiez vraiment pas connu, vous démarrez aujourd'hui, vous pourriez vous en sortir sur Twitter avec des petites phrases, des petits commentaires. Déjà, je pourrais m'en sortir parce que même si je démarrais aujourd'hui, j'ai quand même toute la culture et la connaissance. N'oubliez pas que moi j'ai travaillé dans la mode, dans le journalisme, dans l'édition, dans le cinéma. Et j'ai vu l'évolution de tout ça et la transformation de tout ça dès la fin des années 70. C'est-à-dire que c'est irremplaçable, un vécu et une mémoire. Donc de toute façon, même si je démarrais aujourd'hui, sauf si j'ai 20 ans, c'est autre chose, mais là on est dans la métaphysique, je serais quelqu'un d'autre. Mais si je démarrais aujourd'hui, j'ai à mon service une maîtrise de la langue, une culture, voilà, ce que très peu de gens ont, et surtout encore on va dire d'une certaine manière une liberté et un courage. C'est-à-dire que je sais et j'ose dire. Il y a plein de gens qui savent mais qui n'osent pas dire, et plein de gens qui aimeraient bien dire mais qui ne savent pas. Et ça, c'est un peu le problème de la jeunesse des réseaux sociaux, c'est qu'ils aimeraient bien dire, ils aimeraient bien être rebelles, mais ils n'en ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas. Peut-être qu'on est sous une dictature aussi. Non, puis parce qu'ils ont effectivement l'éducation telle qu'elle est promue empêche aussi souvent les jeunes, s'ils sont soumis à l'éducation officielle, d'accéder aux outils et à la connaissance qui leur permettraient d'être des rebelles authentiques. Quand je vois la manière dont, j'en profite, la Kerry James m'attaque aujourd'hui très malhonnêtement, après avoir dit qu'il me devait sa conscience politique. C'est-à-dire, il vous a dit il me traite de négrophobe parce qu'il est sur une ligne Live Black Matter, c'est-à-dire une ligne Soros. Il revient sur une ligne Soros alors qu'il en était sorti, parce qu'il a un disque à promouvoir, une tournée et une pièce au Théâtre du Rond-Point. Alors c'est quoi la ligne Soros pour les gens qui écoutent? La ligne Soros, c'est qu'il y a deux lignes aujourd'hui. Les maîtres du monde aujourd'hui sont responsables du chaos financier qui aboutit à un chaos social. Et pour survivre à ce chaos et ne pas être désigné comme les responsables et finir pendus, ils créent le chaos ethnique sur deux axes. Pousser les chrétiens contre les musulmans, ça c'est le rôle de Zemmour en ce moment, et pousser les noirs contre les blancs, c'est le rôle de Soros. Voilà, vous voyez. Et un rappeur conscient aujourd'hui a le choix de comprendre en France s'il veut jouer la carte de la réconciliation nationale et d'éviter de se faire manipuler et d'être un nègre de maison, un oncle Tom et un bounty, ou s'il veut tapiner. Et le plus dégoûtant, c'est les types qui jouent les rebelles comme Kerry James aujourd'hui, alors qu'en fait, ce sont des nègres de maison, des oncles Tom et des bounty. Ils travaillent entièrement, ils obéissent à Soros pour créer de la violence entre noirs et blancs, pour éviter la solidarité sociale et sérieuse par rapport à nos maîtres, par rapport à ceux qui nous oppriment tous. Actuellement, ils empêchent la solidarité sociale intelligente, ils empêchent le combat intelligent, ils empêchent la colère intelligente. Voilà. Alors, on va revenir aux réseaux sociaux. Voilà. Alors, on va revenir aux réseaux sociaux. D'après vous, est-ce que c'est une mode, ces réseaux sociaux, cet Internet? Parce que ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait une dizaine d'années maintenant. Est-ce que ça va durer? C'est difficile à dire, mais quand on voit l'époque où il y avait ce dont je vous parlais tout à l'heure, les avatars, le monde des avatars. Second Life. Second Life, ça avait pris une place incroyable. Il y avait même une économie de Second Life. Soi-disant, on pouvait gagner sa vie sur Second Life. Il me semble que ça s'est complètement effondré, non? Oui.
Oui, oui, mais le fait quand même je veux dire, de créer un profil en ligne, de pouvoir être en contact avec des amis qui sont à l'étranger. Oui, il y a c'est des fondamentaux. plus de fonctions. Oui, il y a des fondamentaux plus sérieux. Je ne crois pas que ça peut s'effondrer ou disparaître. Par contre, on peut imaginer qu'à un moment donné, je le disais notamment sur les faux comptes, Facebook devienne trop chaotique et trop n'importe quoi, et que quelqu'un qui monte un truc qui sera plus rigoureux et mieux fait, puisse lui bouffer la place. Parce que dans le monde du marché et de la société du spectacle, le marché n'arrête pas de croître. Mais par contre, les gagnants du marché ne sont pas toujours les mêmes. Atari a été le champion du jeu vidéo, a été leader mondial et puis a disparu. Donc on peut imaginer à un moment donné que Facebook, qui a été le leader et qui est très à la mode, se démode. Parce qu'autre chose prendra la place. Qui, à un moment donné, comprend un truc de plus, répond à une attente supplémentaire, évite un piège dans lequel Facebook est tombé. Aujourd'hui, le problème, qui est le problème du capital en général, c'est la pérennité. Il est très facile de faire des gros coups et de monter très vite, mais il est très difficile de durer. Alors vous pensez à un changement de forme du réseau social, si je comprends bien, mais toujours sur Internet. Donc d'après vous, à quoi pourrait ressembler le réseau social idéal ? J'en sais rien du tout. C'est difficile moi, ce que je dire. peux, c'est produire des critiques sur des dérives qui me paraissent mauvaises en ce moment. Je vous dis, sur Facebook, c'est la multiplication des faux profils, c'est insupportable. Moi, je refuse pratiquement toutes les demandes d'amitié parce que j'en ai marre de mecs son pseudo est un pseudo grossier, évident, où il y a marqué trou du cul, tu vois, avec une des fesses de singe. Voilà, ça devrait pas pouvoir exister parce que c'était amusant quand il y avait des pseudos un peu fins avec il y a eu à une époque où c'était un peu amusant. C'était l'époque MSN, il y avait Messenger. le mec qui faisait à l'intérieur avec son frère à l'extérieur. Bon, ça pouvait être un peu rigolo avec des photos qui correspondaient. On pouvait dire tiens, il y a un peu d'humour. Aujourd'hui, c'est le n'importe quoi intégral. Et je pense que moi, je peux faire ce genre de critique. Je me dis à un moment donné, ils vont le payer d'être allé aussi loin dans le n'importe quoi. Aussi, par exemple, les censures sur Dailymotion, YouTube, etc. À un moment donné, peut-être qu'il y aura d'autres réseaux qui se créeront parce qu'ils seront allés trop loin dans la censure, au service du pouvoir, évidemment. Il y a aussi le fait que les Chinois et les Russes, à un moment donné, peuvent proposer des réseaux. Oubliez que tous ces réseaux-là sont américains, anglo-saxons. On peut imaginer à un moment donné que les Chinois se mettent sur le... C'est déjà le cas, ils ont déjà des réseaux, mais Facebook les copie. Complètement. Ouais. Et puis je sais qu'il y a un Facebook russe, etc., mais ça ne pénètre pas notre univers. On peut imaginer à un moment donné qu'avec la mondialisation, il y a une interpénétration au niveau des réseaux sociaux de ce qui est américain, anglo-saxon, chinois, russe et indien, et que ça modifie la donne. Ça modifie la donne. Ça sera aussi une liberté supplémentaire, je pense. C'est la multipolarité du réseau social. J'espère, moi, à un moment donné, presque, je dirais, la mondialisation des réseaux sociaux, au sens où, à un moment donné, on ait le choix de pouvoir aller sur les réseaux russes, chinois ou indiens quand les réseaux anglo-saxons nous emmerdent, ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, on est quand même soumis, même dans les réseaux sociaux, à la dictature anglo-saxonne de Zuckerberg et donc, en dernière instance, d'Israël. Alors, les réseaux sociaux ont parfois du bon. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez une application qui s'appelle Tinder. C'est-à-dire, vous la lancez sur votre portable et vous savez autour de vous les filles qu'il y a et vous pouvez les ajouter. Au début, c'est un truc de gay, ça, d'homosexuel. Ouais, et ça s'est transformé donc en quelque chose de hétéro et gay. Et c'est-à-dire, est-ce que les réseaux sociaux, d'après vous, peuvent contribuer à une meilleure vie, à plus de vraies rencontres ? Est-ce que donc il faut peut-être embrasser ce phénomène et se dire que ça ira mieux demain avec d'autres formes ? Moi, je le redis une fois plus, tout est ambivalent. Il n'y a jamais quelque chose qui arrive et qui est entièrement négatif ou bénéfique. Il y a toujours les effets pervers, etc. Aujourd'hui, le grand problème, sans doute, des gens, c'est la solitude. Et la solitude en milieu urbain est encore plus angoissante parce que vous voyez des gens en permanence, mais vous êtes seul. Et tout ce qui peut aider à sortir de la solitude réelle en dernière instance, et puis qui peut permettre même d'avoir un sas médian qui s'appelle la communication virtuelle, parce qu'à la limite, après, on choisit d'aller plus loin ou pas plus loin. Je ne vais pas dire que c'est mauvais. Tout est bon pour sortir, je dirais, de l'isolement et de la solitude, sauf pour ceux qui aiment leur solitude. Moi, je ne connais pas ce truc-là et je ne suis pas dessus. Parce que moi, comme je suis un personnage public controversé, je n'ai pas accès, par exemple, aux sites de rencontres et tout ça. Ah oui. Une fois, j'ai voulu me mettre sur un site de rencontre avec ma photo pour rigoler. On m'a refusé, on m'a dit c'est la photo de quelqu'un de connu. C'était moi, en fait. C'est dommage. Non, mais je voulais voir un peu comme ça. Mais moi, j'ai moins de liberté que les anonymes purs. Vous voyez, je peux pas faire n'importe
n'importe quoi. Vous êtes, oui, un people. Ok, écoutez, très bien. Merci beaucoup, monsieur Alain Soral, pour cette émission sur les réseaux sociaux. Je vous invite tous, auditeurs, à commenter cette émission avec le hashtag Nipnik sur Twitter et même sur Instagram. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner sur Deezer, Spotify, iTunes. À très bientôt.